Un bruit assourdissant et oppressant depuis plusieurs heures. Laurent et Mélissa traversent dans la soirée du mardi 28 octobre le centre de la Jamaïque. Des vents de 295 km à l'heure accompagnés de trombes d'eau. Les habitations, souvent précaires, résistent mal. Les premières images montrent des dégâts matériels considérables. À l'hôpital de Black River, le personnel et les patients semblent terrorisés. L'océan déchaîné frappe les villages côtiers de plein fouet. Les autorités recensent déjà 3 morts. Chez un franco-jamaïcain, l'eau s'infiltre par les fenêtres. Il suit minute par minute la progression de l'ouragan et se prépare à des jours difficiles. Si l'on regarde la carte, moi je suis à Porto Antonio. L'ouragan va traverser ici et ça va engendrer énormément de dégâts. Donc ce qu'il faut, c'est avant tout avoir de l'eau, évidemment, du riz, des pâtes, un maximum, et puis surtout aussi un générateur pour avoir de l'électricité. Le hall d'un hôtel Kossi a été transformé pour accueillir des sinistrés. Au total, près de 800 abris ont été ouverts, selon Eric Fall. La population jamaïcaine est à l'heure actuelle réfugiée là où elle peut. Le gouvernement a mis en place de façon très efficace, je dois souligner, un système d'abris d'urgence. Ce sont souvent, par exemple, des écoles, des églises. Voici l'œil du cyclone qui a été filmé depuis un avion militaire américain. Mélissa se déplace lentement et restera donc d'autant plus longtemps au-dessus de l'île. Après la Jamaïque, l'ouragan va poursuivre sa route vers le nord et devrait toucher Cuba mercredi matin. 600 000 touristes résidents ont été évacués préventivement. La Jamaïque affronte l'ouragan le plus puissant de toute son histoire. Sur son passage, des rafales de vent monstrueuses, plus de 295 mètres à l'heure enregistrées à l'ouest de l'île, et de l'eau en trombe jusqu'à 1000 litres par mètre carré attendu. Pour qu'un tel phénomène se forme, il faut une eau à plus de 26,5 degrés Celsius sur 50 mètres de profondeur. Cette eau chaude s'évapore et provoque de l'humidité. L'air devient très chaud et monte en altitude au-dessus de l'océan. La pression atmosphérique chute, une spirale se crée et surtout autour des nuages ça roule. L'air devient instable, les vents atteignent alors des vitesses extrêmes. Dans le cadre de la mer des Caraïbes, actuellement, on est bien au-dessus. On est sur une moyenne de température de l'eau souvent aux alentours de 30 degrés, pas seulement en surface, mais sur une profondeur de 50 à 60 mètres. Donc c'est une source d'énergie vraiment considérable qui a contribué grandement à l'intensification de Mélissa. Autre particularité, Mélissa est une tempête stagnante qui progresse lentement avec une intensité très élevée, la catégorie 5 la plus haute. Un ouragan stagnant des catégories 5, c'est un phénomène terrifiant. Nous avons déjà, oui, par le passé des ouragans stagnants, mais n'étaient que de catégorie 3. Là, avec une catégorie 5, c'est très rare. On n'est vraiment pas habitué à cela. En 2025, 5 tempêtes tropicales de catégorie 5 ont déjà été recensées dans le monde. Mélissa est la plus puissante d'entre elles. Des dizaines de trains retardés, des milliers de passages bloqués. Hier, les voyageurs ont vécu une journée de chaos. La SNCF a-t-elle été victime d'un sabotage? Tout commence avec un incendie au sud de Valence. 5 engins de chantier sont brûlés dans une carrière ainsi qu'une structure industrielle. L'équipement appartient à une entreprise de travaux publics située au sud de la gare. Il est 3 heures du matin. À 4 heures, à quelques mètres de la carrière, un deuxième feu. Cette fois-ci, ce sont ces câbles qui servent à la signalisation qui sont brûlés. Des actes de vandalisme volontaire. Le patron de l'entreprise de travaux publics, le groupe Cheval, est persuadé d'avoir été visé. En arrivant sur le site, il y avait plusieurs sources de mise à feu distinctes et distantes, dont nous avons tout de suite identifié que ce n'était pas accidentel.
La société participe notamment à la construction des changeurs routiers sur l'autoroute A7, des chantiers qui font polémique. Pour les enquêteurs, la piste d'une attaque de l'ultra-gauche est prise au sérieux. Sur un site de cette mouvance, un texte publié lundi s'intitule d'ailleurs « Attaque contre TP et la SNCF ». Elle fait référence à l'incendie. L'incendie nous a fait du bien. Le ministre des Transports lui n'écarte aucune hypothèse. C'est vrai que depuis un certain nombre de mois, certains opposants à des projets, notamment d'aménagement, que ce soit routier ou ferroviaire, souhaitent semer la panique dans notre pays. Un autre vol de caténaire lundi interpose aussi sur la possibilité d'une action coordonnée. Déjà lors d'un acte de sabotage la veille des Jeux Olympiques, la piste de l'ultra-gauche avait été avancée. À ce jour, aucun responsable n'a été identifié pour ces actions. Depuis son incarcération à la prison de la Santé, il y a une semaine, le détenu Nicolas Sarkozy bénéficie-t-il d'un régime de faveur? C'est ce qu'affirment plusieurs syndicats de surveillants pénitentiaires. À commencer par les Parlois, l'ancien président est autorisé à recevoir ses proches plus longtemps et plus souvent. En temps normal, les Parlois sont prévus 3 fois par semaine, mais lui, on en a 4. Les Parlois, c'est vraiment bien régi, c'est 3 pour les prévenus. Déjà, lui, il a des privilèges que d'autres n'ont pas. Selon les syndicats, Nicolas Sarkozy est le seul détenu à la prison de la Santé à bénéficier de 4 Parlois par semaine, une exception autorisée par le règlement de l'administration pénitentiaire. Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins 3 fois par semaine. Autre particularité, l'ancien président ne consomme pas les repas cuisinés sur place. Il achète sa nourriture via un système de cantine auquel ont accès tous les détenus. Au premier étage du quartier d'isolement, 11 autres détenus, parmi les plus dangereux, la cellule de Nicolas Sarkozy se situe entre un parloir pour avocats et une pièce inoccupée. On n'a aucun mur mitoyen avec un autre prisonnier. 2 policiers armés sont en poste 24 sur 24 à proximité de ces cellules. Ils encadrent les gardiens chaque fois qu'ils ouvrent sa porte. Loin des conditions privilégiées, loin, selon son avocat, je rends visite régulièrement. Comme c'est mon droit, parce que je suis un avocat, à Nicolas Sarkozy, je vois comment les choses se passent. Il n'y a absolument aucun régime de faveur. Et encore une fois, l'isolement, puisqu'il est à l'isolement. En détention, c'est tout sauf un régime de faveur. La demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Nicolas Sarkozy devrait être examinée d'ici une quinzaine de jours. 8 jours après le spectaculaire vol des royaux de la couronne, alors qu'il restait seulement 24 heures pour obtenir des réponses des suspects, Rachid Dati a pris la parole pour souligner ce qui peut paraître évident. Si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est donc un échec. Des failles sécuritaires ont bien existé. Elles ont bien existé, donc il faudra y remédier. Pour la ministre auditionnée au Sénat, il y a des failles, mais pas de défaillance du protocole de sécurité. Tout est question de vocabulaire. Ce matin, une délégation de sénateurs s'est rendue sur place pour constater les manquements du plus prestigieux des musées, un paradoxe sur lequel ils rendront leurs conclusions. Nous avons tous remarqué que le matériel de sécurité n'était pas adapté à un musée digne du XXIe siècle, sur un site en plus qui est un site particulier pour la France, c'est le site du Louvre. C'est notre vaisseau amiral, il doit être exemplaire. Un matériel de sécurité inadapté. Aujourd'hui, vous entrez dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quelle épicerie, il y a des caméras vidéo, on arrive à arrêter des délinquants. Et aujourd'hui, le plus grand musée du monde est totalement vulnérable. Il n'y avait pas de caméra pointée sur cette vitrine. Rachida Dati a assuré qu'elle prendrait les mesures qui s'imposent. 80 millions d'euros, rien que pour les caméras. Tel premier, le plan de sécurisation du Louvre s'intitulera Louvre Renaissance. L'information était la une de toutes les télévisions américaines. Suppression de postes massifs chez Amazon. Le géant Amazon lance l'un des plus grands plans de licenciement de son histoire. Il coupe 14 000 postes pour investir dans l'intelligence artificielle. Nous avons réussi à joindre l'un des salariés. J'ai vérifié mes emails professionnels ce matin et j'ai vu l'annonce. J'ai appris que mon poste a été éliminé à cause des changements d'organisation au sein d'Amazon.
Comprenez un virage vers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Amazon assume dans un communiqué envoyé à tous les employés, nous devons adapter notre organisation. On doit se rappeler que le monde change rapidement. Cette génération d'intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice depuis Internet. 14 000 salariés d'Amazon licenciés et ce n'est potentiellement que le début, car désormais on trouve dans les entrepôts de l'entreprise des robots partout, à tous les postes ou presque, pour préparer et déplacer les colis. Et l'intelligence artificielle pour remplacer les fonctions support. Une évolution assumée par Amazon qui se veut précurseur et l'affiche dans les médias depuis des mois. Dans l'histoire de l'évolution technologique, il vaut toujours mieux avoir un coup d'avance. C'est ce qu'on fait. Donc oui, on va devoir envoyer quelques salariés dont les tâches sont automatisables. Et on va embaucher d'autres spécialistes de l'IA, de la robotique. D'autres entreprises américaines, comme le géant de la grande distribution Walmart, ont déjà invoqué l'IA en mai dernier pour justifier des licenciements. La situation inquiète fortement ici car Amazon est le deuxième plus gros employeur privé des États-Unis. L'entreprise n'a pas précisé si ces licenciements concerneraient d'autres pays, mais en France, les syndicats ont indiqué que ce serait le cas. Il y a 24 heures, BioWell et ses enfants ont failli ne pas plus avoir l'électricité. Leur fournisseur d'énergie le réclamait de plus de 2300 €. Les factures s'accumulent depuis plus d'un an pour cette maman incapable de payer. La puissance de son électricité a été réduite. C'était très compliqué, il n'y avait rien qui fonctionnait, à part à la limite toute seule à la télévision. Mais si par exemple il y avait la télévision et mon four, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai débranché mon four, j'ai débranché ma machine à laver, j'ai débranché le micro-ondes, moi, mon réfrigérateur. Bon, je ne l'ai pas débranché parce qu'il y a tout l'essentiel dedans. Après, 20% de la somme grâce à l'aide de la famille, elle peut à nouveau utiliser l'électricité librement, avec une priorité, ses enfants. Je n'allume que le chambre pour que l'hiver soit chauffé dans leur chambre et que je puisse aussi donc faire sécher le linge parce que les pièces sont très froides. Avec encore 1800 € d'impayés, elle redoute l'hiver qui arrive. Ce n'est pas facile d'être maman solo quand l'hiver approche. On se dit encore plus, mais comment ça va se passer cet hiver? Cette année, un foyer sur 3 a du mal à payer ses factures d'énergie 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Beaucoup de ménages souffrent du froid chez eux. Ils étaient 14% en 2020 et 35% en 2025. Dans ce contexte, le médiateur de l'énergie estime que l'électricité doit être considérée comme un bien de première nécessité. Et on trouve que c'est absolument inhumain de nos jours de priver les gens complètement d'électricité, ne serait-ce que pour subvenir à leurs besoins essentiels. Vous n'avez pas payé votre facture d'électricité, vous avez besoin de faire des démarches pour essayer de trouver une solution. Il faut pouvoir recharger son téléphone, utiliser son ordinateur, etc. Pour les aider à payer leur facture, 3,8 millions de foyers modestes vont recevoir un chèque énergétique de 150 € en moyenne en novembre. Demain, vous sur le mémorial de la Shoah, Paris provoquant un choc national en pleine reconnaissance. Qui se cache derrière ce symbole? Demain, 4 ressortissants bulgares ont jugé soupçonnés d'avoir agi pour le compte de la Russie dans le cadre d'une opération de déstabilisation. Sur une vidéo de surveillance datée du 14 mai, on voit un homme taguer le mur des justices. Les enquêteurs montrent sa trace jusque dans le sol parisien. Un chien tatoué. Ce sont des tatouages qu'on retrouve de manière récurrente chez les néo-nazis. Le 88 parisien fait référence à la 8e lettre de l'alphabet, le H, ton à Hitler. La justice le soupçonne d'avoir été le lendemain. La compagnie à Paris aurait recruté un complice pour 1 000 €, arrêté durant l'été 2024 en Bulgarie. Ce père de famille dément toute intention antisémite juste avant son extraction vers une prison française. Je ne mérite pas 50 de prison parce que j'étais ivre et que j'ai peint quelques murs.
En rentrant, j'ai découvert ce que j'avais fait sur quel bâtiment. La justice française soupçonne une manipulation orchestrée depuis Palgova, une petite ville où résiderait le chef présumé du commando. Il aurait payé l'hôtel et les billets d'avion des exécutants. Nous avons rencontré son épouse. Nicolas Ivanov est décrit comme un trader en crypto-monnaie, un ancien membre de milice de Borus. D'après l'accusation, il recevait des instructions en russe via Telegram. Les victimes du nazisme sont 30 millions, donc les Russes détestent le nazisme dans leur trip. Ils n'auraient jamais monté une telle opération. Pensez-vous qu'un État puisse être déstabilisé avec des tags? Moi non. 4 Bulgares encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Entre les autorités françaises et le porno, c'est un bras de fer qui est engagé. Selon la loi, les sites classe X doivent désormais vérifier que les moins de 18 ans n'ont pas accès à leur contenu. Mais le porno a refusé de publier et certains ont suspendu l'accès à leur site français. En juin dernier, l'ancienne ministre du numérique jouait le gros bras. Personne n'est au-dessus des lois. Alors la loi a été appliquée. Il existe surtout de nombreux moyens de la contourner. Désormais, avant de visiter un site porno pour prouver son âge, il faut par exemple fournir une copie de sa carte d'identité, c'est la loi. Est-ce vraiment exigé? Nous allons faire le test. Selon nos calculs, sur les 108 principaux sites X gratuits, seuls 17% demandent bien une preuve d'âge. Plus étonnant, certains adolescents affirment que ce système serait un jeu d'enfant à contourner. La loi, personnellement, vous n'avez pas empêché de voir moins de porno par an. Au nom du tout, ces sites principaux ont été bloqués, mais il y en a plein. Des astuces sont partagées en ligne et accessibles trop facilement, selon Olivier Balazi, professeur en Polytechnique et spécialiste des identités numériques. On les trouve en ligne en quelques clics sur n'importe quel moteur de recherche. Par exemple, des cartes d'identité falsifiées avec des personnages de dessins animés. La plaisanterie reste bien illégale et passible jusqu'à 3 ans de prison et 400 000 euros d'amende. Pour son test, l'œil a choisi en photomontage le grossier. Le footballeur Ronaldo qui filme le cigare. Tous les caractères de contre sont faux, il y a un curseur de souris, la photo ne correspond pas à une photo de carte d'identité, rien ne va sur la carte hormis la trame générale. Va-t-elle verner le système de vérification de l'âge du site porno? J'ai accès au site. Un système de vérification d'âge peu fiable et facile à contourner selon ce spécialiste qui va alerter. Il faut que les parents prennent conscience que ce n'est pas parce que la loi est là qu'ils sont déchargés de toute responsabilité, c'est-à-dire que les mineurs peuvent encore accéder à des sites pour adultes, même si c'est interdit. C'est très facile pour eux de trouver des moyens d'y échapper. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques. Suite à ce test, ni le site ni la société qui fournit le système de vérification d'âge n'ont répondu aux demandes de France Télévisions. Ce n'est pas la seule faille. Il existe une solution encore plus simple et légale pour accéder sans contrôle au site X, le VPN. Ce système permet de se connecter à son ordinateur en faisant croire que l'on est dans un autre pays et ainsi d'échapper à la loi française sur le porno. Certains VPN ont même fait un argument publicitaire. Cette autre société l'a su sans toutefois donner de chiffres précis après les mesures de restriction en France et 20 aurait explosé de 1000% graphique à l'appui. La dernière polémique en date vient même du grand patron de Free, Xavier Niel, lors du lancement d'un VPN gratuit lié à son forfait, interpellé sur les réseaux sociaux par une internaute. Sa réponse en lettres a fait grand bruit. Ça veut dire que je tournais sur la site de pétanque Xavier, pitié dit oui, c'est pour un pote. Pour une association de protection de l'enfance, c'est une provocation inacceptable. On va dire que le pétanque
On joue avec des boules. On appelle ça, effectivement, justement, des films de boules, des films pornographiques. Et le problème avec Xavier aujourd'hui, c'est qu'il met dans le camp finalement, qui n'en ont rien à faire que les enfants regardent de la pornographie. Contacter la société Free de son côté et rappeler que son forfait est accompagné d'un contrôle parental gratuit. Nous ne commandons pas les portes de M. Neil. C'est une vise en grand cas l'accès des mineurs aux sites pornographiques. L'ARCOM, la police du numérique, a même été saisie. La première action, c'est d'observer qu'il y a une utilisation opportuniste commercialement des mesures de vérification qu'on met en place. Ensuite, le BP, c'est comme parfois on nous parle des fausses cartes d'identité. En fait, ce sont des systèmes qui ne vont pas être mobilisés pour les enfants de 10, 11, 12, 13 ans. C'est vraiment que l'on veut tenir à l'écart des sites pornographiques auxquels ils peuvent quasiment accéder par hasard aujourd'hui. L'ARCOM affirme qu'elle va travailler avec les PPM pour que la vérification d'âge soit appliquée selon une étude publiée par l'autorité du numérique. Près de 2 tiers des adolescents ont déjà menti en ligne sur leur âge. Après 137 ans de mystère, le célèbre tueur sans visage s'appelait entre eux, aura-t-il enfin un nom? À l'automne 1888, le tueur en série sème la terreur dans l'Est londonien. Ses victimes, au moins 5 femmes, étranglées et mutilées. La police de l'époque est tenue en échec, mais la science d'aujourd'hui pourrait-elle avoir enfin dévoilé son identité? Les analyses ADN sur un vêtement relancent l'enquête la plus longue de l'histoire britannique. Quand la nuit tombe sur les petites rues du quartier de Whitechapel, c'est un défilé de groupes et de visites guidées qui marchent sur les traces du célèbre tueur. Accompagnés par un guide français ce jour-là, des touristes parisiens ont tous la même question en tête. Qui est-ce? Bien évidemment, c'est la question. Qui était-il? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour Maxime Rolaz, il est impossible de ne pas mentionner la dernière théorie en date sur l'identité du meurtre. On va parler de cette fameuse théorie qui fait vraiment la une des journaux en ce moment. C'est la 3e fois que ça se passe. C'est ce qui concerne Aaron Kosmi. C'était un type polonais qui était barbier. Il avait 3 ans, cet homme-là, il était atteint d'une grave condition mentale, une schizophrénie paranoïaque qui se traduisait par des hallucinations auditives. L'homme comptait déjà parmi les suspects à l'époque des meurtres, mais certains détectives amateurs en soient désormais sûrs. L'ADN de Kominski aurait été retrouvé sur une châle qui aurait appartenu à la 4e victime du tueur. Une théorie qui fait l'objet de nombreuses critiques. Avec ces analyses ADN mitochondriales, on ne peut pas arriver à l'identité d'un individu. Au mieux, on peut écarter des suspects. On ne peut pas dire qu'Aaron Kominski était le tueur. En plus de ça, comme si on était sûr que ce soit l'ADN d'Aaron Kominski sur ce châle, mais ça ne fait pas de lui le tueur. Depuis 137 ans, sur le tableau des suspects, c'est un peu la bataille des profils. Un coiffeur, un fabricant de cigares, le petit-fils de la reine Victoria II dans la ligne des successions au trône britannique à l'époque, ou encore l'écrivain Lewis Carroll, auteur d'Alice au Père des Merveilles. Autre hypothèse avancée par les chercheurs australiens, le tueur serait en fait une tueuse. Aucun profil ne fait aujourd'hui consensus. Depuis 8 ans, l'arrière-petit-fille de l'un des détectives de l'époque enquête elle aussi sur l'identité de Jacques Léventreux. Sa théorie, celle du fabricant de cigares, est basée sur des oppositions de témoins oculaires. Car pour elle, il est impossible de se fier à la science pour percer le mystère. À ma connaissance, il n'existe aucun objet qui ait été identifié comme étant directement lié au crime et qui ait survécu toutes ces années. Alors je pense qu'il est peu probable que l'affaire puisse un jour être résolue à l'aide de la science. Plus de 130 ans après les meurtres, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer la réouverture d'une enquête officielle. L'espoir de relever le voile sur le mystère de Léventreux, figure énigmatique qui suscite toujours autant d'intérêt et fait toujours autant recette.